Enfin, la vidéo avec Marco Bucci sort tout en français. Et j'ai travaillé quand même à l'hâte pour vraiment vous faire des doublures de cette conversation. Donc il n'y a pas besoin de lire de sous-titres, etc. Tout est doublé, tout le long de l'interview est doublé. Évidemment, c'est moi qui fais les deux voix, mais c'est vraiment très compréhensible. Et puis vous avez peut-être remarqué, mais j'ai pas non plus un budget hollywoodien. Et la conversation est super intéressante. Il va nous parler d'aspects techniques, il va nous parler des fondamentaux, il va nous parler de son bouquin aussi. Je vous mets un lien en description pour le commander. À mon avis, il est excellent. J'attends mon exemplaire encore. Et c'était top parce que j'ai vraiment pu lui poser toutes les questions que j'avais envie de lui poser, tout simplement. Si vous connaissez pas Marco Bucci, allez regarder son œuvre, allez regarder sa chaîne YouTube, c'est génial, c'est un des meilleurs pédagogues que j'ai jamais vu, tout simplement, et vous allez vraiment adorer. Pour moi, ça a été une grosse source d'inspiration. Et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez de toute façon, donc c'est cool de l'entendre en français pour une fois. Enfin bref, j'ai déjà 2-3 contacts avec d'autres artistes comme ça qui sont assez importants, mais qui parlent anglais. Donc s'il y a pas mal de réactions et que si je vois que cette vidéo fonctionne bien, parce que mine de rien c'était quand même beaucoup de travail de la faire, je ferai ça, la même chose, donc des interviews d'artistes anglais, anglophones quoi, mais traduit en français pour que tout le monde puisse en profiter, que ce soit pas simplement les anglophones qui puissent avoir le point de vue de ces artistes-là. En tout cas, moi je me suis régalé à avoir cette conversation avec Marco Bucci, j'espère que vous vous régalerez à l'écouter. Vous allez voir, on aborde pas mal de sujets différents, que ce soit le dessin, comment il en est arrivé là, son bouquin, l'intelligence artificielle, nous donner des détails techniques sur ses peintures, ce genre de trucs, on parle de plein de trucs, et à mon avis ça va vous plaire. Donc j'en parle pas plus et je vous laisse avec le moment, tout simplement. Hey, salut Marc. Salut Marco, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup, merci de me recevoir. Avec plaisir, t'es vraiment le bienvenu. Donc voilà, le but de cette interview, c'est de parler un petit peu de comment est-ce que tu as réussi à devenir l'artiste que tu es devenu, et puis de parler un petit peu plus spécifiquement du livre que tu as écrit sur les fondamentaux du dessin. Je l'ai pas encore reçu, mais j'ai vraiment très hâte de le recevoir. Ah, merci beaucoup et félicitations pour ton propre livre, Marc, t'as fait un super travail. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quelques mois, quand j'ai écrit mon livre, je t'en ai envoyé une copie parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que une de mes inspirations principales pour commencer une chaîne YouTube, c'était toi et ton travail. Et c'était pas seulement le fait que j'aime la qualité de tes peintures, mais c'était aussi la clarté très limpide des explications que tu proposes sur ta chaîne, et notamment la série de vidéos 10 minutes pour de meilleures peintures. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'honneur que tu me fais. C'est marrant, j'ai commencé cette chaîne YouTube quasiment par accident il y a quelques temps de ça. Et c'était en 2009 en fait, donc ça fait 15 ans, quelque chose comme ça. Après avoir posté pendant quelques années, et je pense que c'était en 2016, donc pas mal d'années après 2009 finalement, et je me suis dit, mais en fait les gens regardent ces vidéos et les apprécient, et moi-même j'apprécie faire des vidéos, donc maintenant le fait d'être un instructeur, et YouTube qui est devenu ma plateforme principale est devenu une part importante de ma vie au final. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, mais avoir une chaîne YouTube, ça prend énormément de temps. Oui, clairement. En fait, si tu fais les vidéos sérieusement comme nous on les fait, bah personnellement, je peux pas mettre en ligne quelque chose qui va être un petit peu fait à la va-vite. Je vais avoir besoin que ce soit bien produit, etc. Donc ça doit être bien fait, il y a pas mal de planification, et au final je fais une vidéo par mois, c'est mon rythme. Si j'étais youtubeur à plein temps, je pourrais faire plus, mais avec la vie, etc., c'est une par mois, c'est bien comme ça. D'accord, ouais, je vois. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours et puis comment t'as fait pour développer ton propre style artistique? Oui, bien sûr. Donc, comme tu as pu le voir sur ma chaîne YouTube et comme d'autres personnes ont pu le voir aussi, j'ai pas commencé avec un talent particulier. J'ai toujours su que j'aimais dessiner, j'ai toujours été jaloux des autres enfants qui avaient du talent dans le dessin. Depuis l'école primaire, je me rappelle voir des copains qui savaient dessiner et j'étais jaloux, je me dis, ah dis donc, moi je peux pas dessiner. J'aime l'art, mais je sais pas dessiner. Donc quand j'étais au lycée, j'ai pas pris de cours artistiques, mais j'ai essayé d'apprendre de l'art via l'ordinateur, comme par exemple la modélisation 3D. Et ça, c'était en 95, 96. J'étais le seul gamin de mon lycée à faire ça. Personne faisait ça à l'époque. Parce que les logiciels étaient difficiles d'accès ou alors super difficiles à utiliser à l'époque. Et donc je suivais de près l'industrie de la 3D, par exemple Jurassic Park, les effets spéciaux, etc. Tu vois, le magazine Cinefect et ce genre de choses. Au final, j'ai beaucoup appris de concepts artistiques, des choses de la composition, de l'éclairage que j'ai appris de la 3D. Et donc, quand je suis allé à l'université, après j'avais 19 ans, et il y avait un atelier où on dessinait sur le vif, juste au coin de la rue.
Et en fait, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait une école de film parce que je pouvais pas faire l'école d'art. Et donc j'ai étudié les films, les caméras, le storytelling, l'édition, tu vois, ce genre de choses, des choses que j'utilise maintenant aujourd'hui. Et il y avait cet atelier au coin de la rue et il proposait des cours, des classes. Et j'avais pas besoin d'un portfolio pour rentrer dans la classe, j'en avais pas de toute façon, donc il m'a pris avec lui. Et c'est devenu mon tout premier professeur d'art. Et en fait, j'ai fait que quelques classes. Je pense que j'ai fait seulement 6 semaines, puis après 6 semaines à nouveau. Et en fait, il m'a appris les fondamentaux du dessin. Donc, il m'a appris la dynamique, construire des formes en 3D dans le dessin dynamique. Donc, après avoir dessiné ton croquis dynamique, tu construis tes volumes. Puis après, il m'a appris l'ombre et la lumière. Par exemple, si tu as un cylindre, bah, tu as une partie à l'ombre, une partie à la lumière, et tu peux façonner ta forme et éventuellement réussir à faire le dessin d'une personne qui a l'air tridimensionnelle. Et tu peux appliquer ça au cartoon, évidemment, à l'illustration, à ce que tu as envie. Et ça a vraiment changé ma vie parce que je me suis dit, mais en fait, je peux apprendre ce savoir-faire. Et c'est pas un genre de talent dont tu as besoin, il faut juste avoir la passion et l'intérêt. Et ça vient de toi. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu cette passion et cet intérêt pour l'art comme ça. Donc j'ai étudié pendant plusieurs années le dessin sur le vif et un petit peu le cartoon, et ensuite, quelques années après, je me suis mis à la peinture. Donc la plupart des gens me voient comme un peintre maintenant, et je suis un peintre parce que la plupart de mes œuvres sont faites en peinture, mais j'ai dessiné pendant des années avant de prendre ne serait-ce qu'un pinceau, parce que à la base c'était vraiment ça qui m'intéressait, le dessin. D'accord, d'accord. Ouais, ça a dû être assez difficile de se mettre dans ce type d'environnement de travail à 19 ans. Parce que c'est vrai que 19 ans, c'est assez tard, et en même temps, dans la mesure où tu as commencé directement à apprendre les fondamentaux, c'est assez tôt finalement. Dans mon cas, par exemple, j'ai commencé à dessiner depuis tout petit, dès que j'ai pu en fait. Par contre, j'ai été introduit aux fondamentaux sur le tard, vers 25 ans, 26 ans. Avant ça, je savais même pas que ça existait, je savais pas ce que c'était. Et je l'ai vraiment vécu comme une révélation. Oui, oui, absolument, je suis complètement d'accord avec toi, Marc. D'une façon, je m'y suis mis tard, mais d'une autre façon, j'ai été introduit aux fondamentaux du dessin depuis le tout début, quand j'ai commencé sérieusement à dessiner à 18 ans. Et pour parler de comment est-ce que j'ai trouvé mon propre style, et quelque chose dont j'ai pas parlé depuis le début, c'est que, étant un étudiant qui travaillait beaucoup la 3D, etc., j'ai été vraiment très attiré par l'animation. Même si à ce moment-là, je savais pas dessiner, que je faisais beaucoup de 3D, dans mon esprit, c'était oh, j'apprends à dessiner pour ensuite devenir animateur. Et ça m'a fait prendre une certaine direction artistique dans la pratique de mon dessin. Donc oui, j'étudiais le dessin classique en atelier de façon académique, mais au final, ce qui m'intéressait, c'était de capturer des formes rapidement, réussir à capturer la dynamique et puis dessiner des personnages intéressants. Et beaucoup de ça se voit encore dans mes peintures actuellement. On voit clairement les influences de l'animation dans les peintures que je produis. Et on peut le voir même avec la façon dont j'utilise mon pinceau, je vais vraiment essayer de prioriser la dynamique dans mon travail. Tu vois, c'est assez rare de voir une peinture que j'ai fait qui est complètement rendue. Alors, je sais faire un rendu final, mais je vais essayer de trouver une façon de peindre qui va être un petit peu avec des raccourcis, où on va pouvoir avoir des preuves évidentes de coups de pinceau, etc. Il y a un côté très peinture et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de rendre mon style personnel. Et ça a vraiment beaucoup à voir avec mon attirance pour l'animation. Ouais, en fait, juste avant de t'appeler, j'étais en train de regarder une des pages disponibles sur Internet de ton livre, et une des pages qui était visible, c'était «Le dessin, c'est du design». Après, il y avait pas mal de texte en dessous, j'ai pas pu lire le texte, mais j'imagine que si tu dis que le dessin, c'est du design, c'est parce que tu es attiré par la partie dynamique, avec des gestes francs et clairs. Et aussi quelque chose que je voulais te demander, c'est vrai que tu as un style très peinture où on voit les coups de pinceau, etc. Et dans la mesure où tu aimes qu'on voit les coups de pinceau et le style très peinture traditionnel dans ton style, pourquoi ne pas peindre directement avec des médiums traditionnels? Oui, en fait, pour en revenir au début, quand j'ai commencé, évidemment, la peinture digitale, ça existait, mais c'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui, c'était pas le médium principal. Et je pense que pour les étudiants actuellement, dès qu'ils commencent, pour eux, c'est logique de commencer directement sur l'ordinateur, ils ont un petit peu cette connexion instantanée avec la technologie. Mais pour moi, il n'y avait pas ça, donc j'ai commencé avec des médiums traditionnels et j'ai tout essayé, l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, pour environ 3 ans avant de commencer la peinture digitale. Donc ça, c'est clair que ça a influencé mon style parce que même quand je peins digitalement aujourd'hui, c'est la plupart du temps sur un seul calque, avec en général des pinceaux de type peinture à l'huile opaque,
Ça peut être ou des pinceaux peinture à l'huile opaque ou alors des pinceaux plutôt aquarelle. Et c'est vrai qu'avec la peinture digitale, tu peux faire les deux. Donc c'est que je combine les deux. Mais ouais, j'utilise pas trop d'outils de type aérographe digital ou des filtres Photoshop, ce genre de choses. J'utilise beaucoup de méthodes directes très traditionnelles finalement, même sur l'ordinateur. Maintenant, pour revenir à ta question sur la peinture traditionnelle, ça m'arrive encore. Là, je viens de terminer une grosse peinture acrylique il y a juste quelques semaines. Et je fais pas mal de peinture en extérieur où je fais de l'aquarelle et de la gouache, c'est mon médium préféré. Le digital, c'est vraiment venu dans ma vie parce que j'ai poursuivi un travail artistique en tant que peintre. Donc pour moi, tous les métiers reliés à l'artistique sont digitaux maintenant. C'est pas tout à fait vrai. Il y a encore certains artistes qui travaillent traditionnellement. Mais pour la vitesse d'exécution et puis la facilité avec laquelle on peut corriger certaines choses, il y a beaucoup d'avantages à travailler digitalement. Donc finalement, j'ai réalisé assez tôt que je pouvais traiter l'ordinateur comme je traiterais une toile traditionnelle. Pour moi, c'est la même chose que je travaille avec un logiciel ou avec de la peinture à l'huile, je pense exactement de la même façon. Et ça, c'est notamment la preuve d'une bonne compréhension des fondamentaux. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que travailler sur du digital, c'est très permissif. Et c'est vrai que même si t'as pas tous les plaisirs liés à la matière et puis à la texture, mais c'est vrai que le côté permissif et puis pouvoir faire demi-tour, etc., ça apporte aussi une autre forme de plaisir. Après, personnellement, là où j'ai un petit peu plus du mal avec le digital, c'est surtout l'utilisation du stylet, où tu peux pas avoir tous les effets qu'on peut avoir avec un pinceau en utilisant les côtés, en tapotant, en frottant, ce genre de choses. Donc c'est complètement un autre médium au final. Ouais, absolument. Si je devais choisir mon médium préféré, ça serait probablement pas le digital. Ça serait probablement l'aquarelle, pour être honnête, ou alors l'aquarelle mélangée avec de la gouache ou avec une version opaque de ce type de peinture. Mais je suis d'accord, j'adore tous les médiums traditionnels. Sur ma station de travail traditionnelle, là-bas, j'ai tout un tas de médiums différents. J'ai un aérographe, des pinceaux, des crayons, les peintures, j'ai tous les outils en fait et j'adore les combiner les uns avec les autres. Pour moi c'est ça, c'est si je peins avec de la peinture à l'huile, je reste que avec de la peinture à l'huile, mais si je travaille avec de l'aquarelle, de la gouache ou de l'acrylique, je vais tout mélanger, je vais tout mettre sur sur une seule toile. Et j'adore les différentes textures que tu peux avoir avec différents outils et la sensation tactile, de ressentir l'outil dans les mains, d'avoir toutes les sensations, j'adore tout ça. Et évidemment, le top à la fin, c'est qu'avec ça, t'as une pièce originale entre les mains, il y en a qu'une seule comme ça. Et ça, j'adore, il n'y a pas de satisfaction plus grande. Et c'est vrai que le digital peut pas offrir cette possibilité. Mais ce que j'adore avec le digital, par contre, c'est, comme tu disais tout à l'heure, le côté permissif et le fait que tu puisses vraiment expérimenter super rapidement. Avec le digital, ça j'adore. C'est vrai qu'avec le médium traditionnel, c'est un petit peu plus difficile d'expérimenter. Et de faire demi-tour après. Avec le digital, tu peux faire une erreur et puis tout simplement faire demi-tour. Ou la supprimer. Donc pour moi, ça c'est un gros plus pour la peinture digitale. Ouais, c'est vrai qu'en digital, quand tu pratiques, t'es vraiment super détendu, t'es tranquille, t'es relaxé. Alors que sur un média traditionnel, si t'as mis un petit peu d'argent sur ta toile, tout coûte un petit peu cher, il faut faire un petit peu attention, ça peut être un peu plus stressant. Ouais, je me rappelle, c'est marrant, je me rappelle cette sensation de pression quand tu vas pour la première fois t'acheter une belle grande feuille de qualité et tu vas dépenser 10 dollars pour une seule feuille par exemple. Et je me disais, oh là là, t'as vraiment intérêt de faire un bon dessin, mais évidemment, c'est pas une bonne façon d'approcher les choses. Mais ouais, c'est marrant de se rappeler de tout ça, ça fait ressortir quelques souvenirs. Parfois, tu dessines de façon super relaxée, super détendue sur un morceau de papier qui n'a aucune valeur, et tu te dis, ah, dommage que j'ai pas fait ça sur une belle feuille ou sur une toile pour en faire quelque chose de beau. Mais en fait, c'est justement parce que t'avais du matériel nul à la base que t'étais détendu et que t'as fait un joli truc. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment une leçon à apprendre. La façon dont tu vas commencer une nouvelle pièce et le fait d'être vraiment détendu, relaxé, etc. Et pour moi, j'ai appris cette leçon. C'est marrant, en fait, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais j'imagine que j'ai juste appris cette leçon par la répétition. Constamment recommencer. Fais-le, fais-le, fais-le. Et soudainement, ça devient juste quelque chose de naturel. Pas quelque chose avec lequel tu dois performer et qui te met la pression. Et j'ai le sentiment que quand tu commences à apprendre à dessiner, à peindre, en fait, apprendre tous les fondamentaux qu'il y a à apprendre, c'est vraiment difficile et c'est un petit peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à savoir. Et petit à petit, tu apprends à parler ce nouveau langage. Mais je sais pas si toi, tu as la sensation que au bout d'un moment, tu as tellement fait toutes ces choses que ça devient beaucoup plus naturel sans vraiment avoir besoin d'y penser spécifiquement.
Oh oui, 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 absolument, c'est vrai. Tu sais, dans certaines de mes vidéos, je parle du langage visuel, et c'est vraiment la façon de le décrire, c'est vraiment un langage qui est visuel, et c'est une façon de parler avec des images. Et tout, que ce soit le design d'une forme, la dynamique et les rythmes qu'on va pouvoir trouver dans les postures, jusqu'au dernier petit détail du rendu, c'est tout, ça donne quelque chose au spectateur. Et en tant qu'artiste expérimenté, tu deviens éventuellement conscient de ce que chacune des petites marques et des petites décisions vont faire à l'audience. Et ce que tu as besoin de montrer, ce que tu n'as pas besoin de montrer, juste exactement comme choisir des mots, ce qu'on est en train de faire de suite. On choisit nos mots pour communiquer un message, et en peinture, tu choisis tes mouvements, tes lignes, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, pour communiquer un message visuel. Et c'est ça, tu l'as dit très bien toi-même, je pense vraiment que c'est exactement ce que c'est. Et t'y penses plus, après un moment, t'as plus besoin d'y penser. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas évident d'arriver au point où en fait, t'es un petit peu libéré de toute cette pression, on va dire, académique, technique, etc. Parce que j'ai l'impression que souvent ce qui se passe, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans mon cas, j'ai dessiné pendant des années avant de connaître quoi que ce soit de théorique, et quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là et à étudier toutes ces choses-là, mon niveau a baissé un petit peu. Parce que soudainement, il y avait tous ces paramètres techniques à prendre en compte, et du coup, c'est plus difficile. L'ombre, la perspective, peu importe, toutes ces histoires de fondamentaux. Et éventuellement, tu redeviens confortable dans un nouvel environnement, avec plus de connaissances, on va dire. Mais ça prend un moment. N'importe quand tu vas chercher à augmenter ton niveau académique, c'est un petit peu comme si ton expression artistique allait descendre un petit peu, comme tu disais. Parce que tu es concentré sur l'augmentation, l'amélioration de tes compétences. Mais voilà, au final, en tant qu'artiste, je pense que tu dois revenir à ta partie expressive parce que, ultimement, en tant qu'artiste, on cherche pas à être artiste pour être académique. On fait probablement de l'art plus pour exprimer quelque chose, et ça c'est une problématique différente que la question académique. Je veux dire, je pense que des gens qui dessinent très bien de façon académique, il y en a beaucoup dans le monde. Et personnellement, si tu me mettais dans un contexte purement académique, je serais clairement pas le meilleur de la pièce. Parce que c'est vrai que même si j'aime ça, j'ai seulement été dans cet environnement jusqu'à un certain niveau. Tu vois, j'ai pas vraiment suivi la voie de l'atelier classique, j'ai pas vraiment étudié de cette façon. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai beaucoup plus étudié l'animation. Donc tu sais, chaque artiste a son propre mélange de ces choses-là. Et c'est pas simplement un seul aspect qui est intéressant. Il faut trouver une façon de... Tu vois, par exemple, la pratique de l'atelier et puis la pratique plus de la dynamique, etc. Il faut trouver une façon de mélanger un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu as suffisamment de connaissances techniques pour retrouver ta liberté, de sorte à ce que toute cette technique puisse servir ta propre créativité artistique, à la place de juste faire des dessins académiques pour simplement, entre guillemets, montrer le fait d'être capable de faire quelque chose de technique. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton bouquin? Du coup, comment ça s'est passé? T'as pris un petit peu toutes les connaissances fondamentales que tu as et tu les as mises toutes dans un bouquin? J'ai vu que le livre fait à peu près 180 pages, quelque chose comme ça, c'est beaucoup, ça a dû te prendre pas mal de boulot à faire. Ouais, 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 c'est 175 pages du début à la fin. Donc, ouais, le livre, c'est la façon dont j'ai créé le livre. C'est bien sûr, il y a plein de différents types de livres de dessin qui existent. Beaucoup de livres excellents. Ton livre est super aussi, Marc. Et je voulais mon livre un petit peu comme mon art. Je voulais que mon livre représente un petit peu ce qui se passe dans ma tête quand je fais mon art. Et avec mon livre, c'est clairement spécifique au dessin. Il y a un petit chapitre à la fin sur la couleur, c'est un petit peu comme un chapitre bonus sur la couleur, mais 90% du livre, c'est du dessin. Et en fait, oui, tu vas y voir des choses que tu as déjà vues ailleurs, tu vas trouver la dynamique, les volumes, mais j'ai essayé de mettre des choses dans mon livre qui n'étaient pas simplement une réécriture de tout ce qu'on peut retrouver dans tous les autres bouquins d'art. J'ai lu bien sûr les livres de dessin académiques et construire le dessin et rajouter l'anatomie, etc. Et ça c'est super. Mais j'avais pas envie que mon livre soit un petit peu comme le livre d'une autre personne. Et je voulais que le mien ce soit un petit peu le concept de pouvoir donner aux gens beaucoup d'expérience dans le dessin et c'est un peu difficile d'expliquer. Et ouais, c'est un petit peu difficile à expliquer. J'essaye d'expliquer mon livre sans mettre de côté les livres des autres. Je dis pas que les autres livres sont pas bien, c'est pas ça du tout, mais j'avais envie que mon livre trouve sa propre voie au final. Et
Par exemple, il y a des choses dans mon livre, des choses sur lesquelles je vais vraiment me focaliser sur le livre, des sujets qui sont assez peu abordés par les autres livres en général. Par exemple, il y a un chapitre entier sur le design des formes. Par exemple, si tu ouvres un livre académique de dessin de figures humaines, bien sûr, ils vont parler un petit peu des formes, mais ce sera probablement assez rapide. Et pour moi, j'avais envie de faire un chapitre entier sur le design des formes. Et je commence le chapitre en dessinant juste un cercle. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est un cercle, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Mais prenons un cercle, comprenons ce qui est beau à propos du cercle, et appliquons-le à d'autres formes maintenant. Et là, tu peux designer, tu peux créer des formes qui vont être beaucoup plus avantageuses pour telle ou telle situation et qui seront beaucoup plus définies que juste un cercle. Donc l'idée c'est de prendre le concept de design de forme et puis de l'appliquer sur tout un chapitre. Et évidemment le fait d'en parler maintenant c'est très différent du fait de l'écrire. Quand je l'écris je suis vraiment très concentré juste comme tu disais par rapport au langage, sur choisir chaque mot, chaque phrase, etc. Et ça a pris environ 1 an pour écrire le livre. Donc je pense, j'espère, dans ce livre il y a des chapitres qui présentent des concepts qui seront peut-être des concepts familiers, mais qui ne seront pas présentés de façon tout à fait habituelle. Un petit peu comme mes vidéos YouTube finalement. Pour moi, ce livre c'est comme une grosse vidéo YouTube, mais dans un livre. C'est comme ça que ça a été conçu, même la façon dont ça a été écrit, je l'ai écrit comme si j'étais en train de parler à quelqu'un. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que tu as déjà un public et puis tu as déjà ta propre façon d'apprendre aux gens qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on a envie de ressentir que quand on va acheter ton bouquin, on passe un moment avec Marco Bucci et pas simplement qu'on achète un autre bouquin qui n'est qu'une liste de différentes compétences à avoir pour savoir dessiner. Ouais, exactement. Et j'espère que je travaille avec une maison, je travaille avec une maison d'édition. J'aime les livres qui sont auto-publiés, mais cette fois-ci c'est avec une maison d'édition, donc il y avait toute une équipe qui travaillait avec moi. Et j'avais donc une maison d'édition à qui je devais rendre des comptes. Et ils ont vraiment tous aimé la direction que le livre a pris, et c'est de cette façon-là qu'ils m'ont trouvé de toute façon, c'était via YouTube. Donc ils attendaient de moi que j'écrive ce livre comme si j'avais fait juste une autre vidéo, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'en suis vraiment content, je suis vraiment content du ton qu'il y a dans le livre, et je pense que c'est un livre qui est très facile à lire. Et tu sais, beaucoup de gens achètent des livres d'art, et en général t'achètes pas un livre d'art pour lire, t'achètes un livre d'art pour voir les images. Mais j'avais vraiment envie que le mien soit un livre qui puisse se lire. Donc j'espère que la partie écrite fera vraiment partie de l'expérience que les gens auront avec le livre. Ouais, carrément, je suis sûr que ça va faire comme un effet de révélation pour pas mal de gens, un petit peu comme ta série de 10 minutes pour peindre mieux sur YouTube, qui sont dans la plupart des cas des concepts assez avancés, mais qui sont expliqués avec tellement de pédagogie et avec tellement de légèreté que tout le monde peut les comprendre, et c'est pour ça que cette maison d'édition t'a contacté, j'imagine. Et c'est un peu ça qui s'est passé pour mon premier livre. La maison d'édition m'a clairement dit qu'il voulait pas un livre qui listait des connaissances, mais qu'il voulait vraiment un livre signature au travers duquel c'est moi qui parlais. Ouais, absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge d'Internet, l'audience a envie de connaître qui est le créateur. Ils ont envie de savoir qui est l'auteur. Et c'est le cas sur YouTube, c'est le cas dans les livres, et j'ai essayé de faire ça aussi. Donc, comment t'as fait en fait pour le bouquin? Comment t'as organisé le livre? T'as séparé différents chapitres par ordre d'importance, ce genre de choses, comment t'as fait? Pas vraiment par ordre d'importance, mais plutôt par ordre d'opération, par ordre méthodologique, disons. Donc, le livre, par exemple, commence par la dynamique avant de parler des formes en 3D. Et pour moi, ça a du sens de faire comme ça, parce que ça a du sens de mettre d'abord ces dessins dynamiques avant de faire ces volumes. Donc, les chapitres se déroulent dans un ordre logique, mais pas vraiment par ordre d'importance. Donc, tu pourrais complètement lire le livre dans un autre ordre, ça serait complètement ok. C'est juste que, voilà, les chapitres sont organisés de façon logique, donc par exemple, la couleur est à la fin, par exemple. Ok, d'accord, ouais, ça a du sens, effectivement, ouais. Du coup, t'as fait dynamique, ensuite les formes. Attends, qu'est-ce que c'est déjà? Il faut que je m'en rappelle, il faut que ça me revienne en tête. Je crois que c'est la dynamique, les volumes et les formes. Puis après, on dessine beaucoup. Il y a tout un chapitre où on applique tous ces concepts. Et il y a un petit peu de rendu dans la partie des volumes. Et c'est là justement que mon livre est très différent du tien, par exemple, parce que le tien est très bon pour parler de rendu, de lumière, de forme, etc. Mais mon livre parle pas vraiment de ça. Un petit peu, ça parle de forme basique. Par exemple, si tu as une boîte, ben la boîte aura une partie à la lumière et une partie à l'ombre. Donc ça parle de ce genre de questions de rendu très basique comme ça.
Typiquement, choisir la direction de la lumière et comprendre ce qui est à l'ombre et ce qui est à la lumière. Mais il n'y a pas, pour la plupart du livre, il n'y a pas beaucoup de détails sur la question du rendu comme ça. Sur les chapitres vers la fin, il y a effectivement un chapitre qui est voilà, sur le rendu, mais effectivement, c'est juste mis sur un seul chapitre de mon livre. Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. C'est vrai que si tu fais un livre sur les fondamentaux qui est un petit peu plus orienté débutant, il vaut mieux leur apprendre à faire un bon croquis avant de passer à la question du rendu. Ouais, exactement. Donc je voulais inclure dans le livre des informations sur la lumière et sur le rendu, mais c'est plus tard dans le livre et t'as pas vraiment besoin de ce chapitre pour comprendre et faire tous ceux qui sont les plus importants. Et ça reflète aussi la façon dont j'ai appris, parce que j'ai appris aussi avec tous les trucs de l'animation, etc. Et les animateurs font pas vraiment de rendu, ils font plutôt des dessins très très rapides qui doivent se succéder les uns aux autres très vite. Donc il faut faire des centaines de dessins et donc ça reflète un petit peu la façon dont j'ai appris aussi. Parce que j'ai appris à faire du rendu mais plutôt sur le tard. Ouais, je vois. Il me semble qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a bossé pour Proco, et puis toi aussi, tu as travaillé pour Proco, donc je sais pas si tu le connais personnellement. Mais son nom, c'est Aaron Blaze, qui est vraiment super bon avec l'animation. Oh oui, j'ai rencontré Aaron Blaze quelques fois et j'ai même fait des classes pour lui. Ah d'accord, excellent, excellent. J'adore la façon dont, avec simplement quelques lignes, il peut être si expressif que ça, c'est vraiment excellent. Ouais, et Aaron Blaze, ça a été une inspiration pour moi pendant des années. Je me rappelle l'avoir découvert sur le film Frères des ours de Disney. Donc c'était quoi, dans les années 2000, quelque chose comme ça? Donc oui, j'imagine que je suis fan de son travail depuis quelque chose comme 24 ans. Ouais, ouais, j'ai le livre artistique de Frères des ours et j'ai aussi quelque part, j'ai l'édition spéciale du DVD aussi que Disney avait sorti il y a longtemps. Donc on voit ce qui se cache derrière la scène et puis on voit qu'il apparaît assez souvent. Donc oui, je suis très très fan de son art. Et comme tu dis, il a un style très très expressif. Ouais, carrément. Je me rappelle avoir vu un tuto, je pense que c'était de lui, et il montre comment animer, je sais plus si c'était un tapis ou un oreiller ou quelque chose comme ça. Mais c'est assez incroyable le nombre d'émotions et d'intentions qu'il peut donner juste en dessinant un simple oreiller. Ouais, ouais, je vois très bien de quoi tu parles. C'est un exercice classique de l'animation. Ça s'appelle le sac de farine. C'est c'est un sac qui est plein de farine. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les premiers animateurs de chez Walt Disney ont inventé comme un exercice. Donc l'idée, c'est de mettre de l'émotion dans cet objet qui est sans émotion. C'est comme dans le film de chez Pixar, où tu vois la lampe qui rebondit comme ça, qui saute dans tous les sens. Enfin, c'est un bon exercice d'animation, c'est de mettre de l'émotion dans un objet comme un microphone, ou une lampe, ou quelque chose comme ça. Et si tu peux faire ça, t'es sur un bon chemin pour être un bon animateur. Ok, ok, excellent, excellent. Mais c'est vrai que vu d'un point de vue extérieur, c'est assez excellent de voir ça, et puis ça a l'air quand même pas mal difficile en vrai, hein. Mais j'imagine que tu dois passer du bon temps tout seul à dessiner quand tu sais faire ce genre de truc, ça a l'air bien fun. Et c'est ça le truc avec l'animation, c'est pas à propos des dessins individuels. C'est plus la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Donc je pense que l'animation, ça t'apprend vraiment une façon de travailler un petit peu globale, où tu dois éviter de te focaliser trop sur tel ou tel dessin. Et tu dois évaluer un petit peu l'ensemble. Et j'ai la sensation que ça s'applique un petit peu, en tout cas à la façon dont moi je peins. Je suis pas très attaché au rendu de tous les petits détails. J'ai plutôt envie que ça fonctionne comme un grand tout. Et ça veut dire que, en tout cas sur mes peintures, il y a certaines parties qui sont faites vraiment très rapidement. Comme sur les peintures que je t'ai envoyées avant qu'on fasse cet appel, comme celle où il y a la grande salle de réception avec tous les gens qui dansent. Et si tu zoomes sur les danseurs, ils sont pas bien faits. Ils marchent seulement si tu regardes l'entièreté de l'illustration. Le personnage principal est bien fait parce que ça, c'est le point focal. Peut-être on peut montrer la photo, il y a toute une population de danseurs qui sont là et qui ne sont pas le point focal. Et si tu zoomes sur leur visage, certains des visages sont même pas à la bonne proportion, mais ça marche quand tu regardes l'illustration complète. Ouais, je suis en train de regarder l'image là tout de suite. Je sais pas comment on fait pour mettre l'image directement sur la conversation, mais à l'editing de la vidéo, je le rajouterai après. Mais ouais, justement, si tu peux m'en parler un petit peu des fondamentaux et de ton processus artistique pour une image comme ça m'intéresserait beaucoup. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, je me rappelle avoir peint cette image, ça a pris environ... je l'ai fait sur une durée de 3 jours. Ça a pas pris 3 jours complets, mais ça s'est fait sur 3 journées. Et j'ai fait cette illustration pour un livre. C'était un livre Disney qui a été publié à la suite du film Casse-Noisette. C'est une version illustrée du film Casse-Noisette. Et en fait, c'est ma propre composition, évidemment, c'est pas une image qui sort du film. Donc j'avais seulement quelques références du lieu, quelques références des danseurs, et j'avais à faire ma propre image avec ça.
Donc j'ai dû tout faire de zéro et j'ai commencé avec une grille de perspective toute simple, une grille de perspective à un point. Donc la ligne d'horizon est à peu près au milieu de l'image. Le long de la ligne des têtes qui sont au fond, on peut quasiment voir une ligne en fait à cet endroit-là. Et donc voilà, il y a un point de fuite là et j'ai eu toutes mes lignes qui partaient du point de fuite. Puis j'ai juste fait le croquis. J'ai fait le croquis du fond très rapidement parce que une perspective à un point de fuite, c'est plutôt facile à dessiner. Donc à partir du moment où tu as déjà une grille, tu peux juste commencer à placer tes formes ici et là. Et si tu regardes dans le fond, il y a beaucoup de formes très carrées, beaucoup de formes très boîtes comme ça, comme des cadres, des colonnes un peu carrées. Donc j'ai commencé par faire ça. Et donc à partir de là, j'avais cet espace vide, cette espèce de salle de danse vide, et j'ai juste commencé à mettre des tâches ici et là. En fait, les tâches, c'est que je passe de la perspective à la composition. La perspective, c'était en un point et j'ai fait tout l'environnement, rapidement, et après, je me suis dit, ok, maintenant, il va falloir composer tout ça. Donc, par exemple, la façon dont ça a été pensé, par exemple, le gros groupe de personnes sur la gauche, il y a au moins une cinquantaine de personnes à gauche, ou au moins l'illusion de 50 personnes, et j'ai pensé à ça comme presque une seule forme dans un premier temps. En fait, c'était une seule forme dans un premier temps. Et tu le vois même dans le rendu final, les valeurs sont très proches les unes des autres, les objets sont tous foncés et se mélangent bien. Et ça fait un petit peu comme une seule grosse forme au final. Puis il y a le personnage principal qui est en bas à droite, la fille Clara. Elle est sa propre forme. Et fondamentalement, c'est un triangle. Donc j'ai fait attention d'être très très clair. Ça, c'est le personnage principal. Une forme triangulaire très très claire, avec quelques variations parce qu'elle a une robe, etc. Mais c'est quand même dans l'ensemble un triangle, et aussi des contrastes très puissants. Tu vois de suite que c'est une forme sombre qui se détache avec le fond très lumineux. Donc il y a la partie du sol de la pièce qui fait en fait une forme autour d'elle, et j'ai fait en sorte de créer de la réflexion sur le sol, de sorte à créer plus de lumière pour qu'elle se détache encore plus du fond. Donc c'est à ce genre de moment que les fondamentaux de la composition sont importants. Et bien sûr il y a d'autres danseurs sur la scène qui ont aussi leur propre forme, et je fais en sorte que toutes ces formes aient des tailles différentes, et je parle beaucoup de ça dans mes vidéos. Donc différentes tailles de formes, différents espaces entre chaque forme. Si par exemple tu regardes les espaces négatifs entre les danseurs, tu ne retrouveras jamais la même forme deux fois. Et si tu regardes ces formes négatives entre les danseurs, elles sont toutes très claires. Par exemple, il y a le couple au milieu qui sont en train de danser avec les mains en l'air qui font une petite pirouette. Si tu regardes la forme négative qu'il y a entre ces deux danseurs, c'est une forme très claire en forme de S. Et ça, c'est juste un exemple de la façon dont je pense de toutes les formes que j'utilise. J'essaye de faire en sorte d'avoir un design de forme qui est vraiment très clair dans mon travail. Et grâce à ça, dans d'autres parties de la peinture, je vais pouvoir être très abstrait et expressif. Donc dans mon travail, j'essaye d'avoir des gros contrastes entre les parties très très rendues, comme la partie de Clara. Si tu zoomes sur elle, tu peux voir ses doigts et tu peux voir ses yeux. Mais si tu regardes les danseurs, ça va être très abstrait et expressif. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de travailler, c'est ça que j'ai envie de montrer dans mes peintures. Je suis pas sûr le nom que ce style porte. J'appelle juste ça de la peinture. J'essaie de générer des images qui ont un panel de contraste complet, donc des clairs très clairs et des foncés très foncés, surtout quand je travaille pour de l'industrie. Donc voilà, des images très contrastées, mais tu trouveras la concentration de contraste la plus importante sur le point focal. C'est presque toujours ce que je fais, parce que comme tu sais, l'œil est attiré directement par les contrastes puissants. Et parce que je fais beaucoup de peinture pour de la publicité ou de la communication, avoir un point focal qui est vraiment très clair, c'est super important. Donc ça m'a entraîné avec toutes ces années à mettre directement des contrastes très élevés sur le point focal. Ouais, bien sûr, c'est vraiment le point focal, la partie la plus importante de l'illustration, c'est vraiment super beau. Et j'aime beaucoup la façon dont, quand on commence à sortir un petit peu du point focal, justement, tout devient un petit peu moins clair, un petit peu moins défini, c'est très artistique. Ouais, ouais, c'est ça. Et ces endroits, par exemple, les danseurs qui sont à l'extérieur du point focal, et par exemple pour faire leur tête, ça va être évidemment basé sur l'anatomie. Donc si tu regardes n'importe quel danseur, tu vas pouvoir voir le creux qu'il y a au niveau des yeux. Tu verras pas les détails dans les yeux parce que j'ai pas fait tout ça. Donc tu verras où sont les changements de plan sur la joue ici. Il y a un plan sur le haut de la joue qui est pointé vers le haut et l'autre plan qui est pointé
vers les côtés, plus vers le bas. Donc tu verras ces changements de plan qui sont fondamentalement anatomiques. Et ça, c'est des informations que tu pourras trouver sur la peinture. Donc je donne des informations réalistes, mais pas complètement rendues de façon réaliste. Ouais, c'est clair, on voit vraiment le côté très tête à sarrau, tête à facette. Et est-ce que justement tu utilises des processus un petit peu comme James Gurney qui, pour faire ses illustrations d'imagination, va carrément faire ses propres petites sculptures qu'il va pouvoir éclairer, etc., pour avoir des références en 3D? Bien, tu parles de la tête à sarrau, j'ai une tête à sarrau qui est là-bas sur l'étagère. Et dès que j'ai un projet où je dois travailler sur une tête, sur un portrait, j'ai toujours la tête à sarrau juste en face de moi. J'ai aussi le crâne de Proco, je suis sûr que tu as déjà vu ça. C'est juste une petite sculpture d'un crâne. Donc j'utilise ça un petit peu comme un rappel, c'est toujours un petit peu en face de moi. À part ça, j'ai des sculptures, j'ai un Batman ici de Andrea Blazej. Donc j'ai quelques médias, j'ai quelques inspirations physiques autour de moi, que j'utilise beaucoup comme référence quand même. Tu vois, par exemple, je regarde ce Batman, et je peux regarder où est l'ombre, où est la lumière, et qu'est-ce qui le rend rond, qu'est-ce qui rend les volumes de cette façon. Donc je l'utilise pour ça, même si je suis pas en train de peindre Batman sur le moment. Je peux quand même regarder la sculpture, comprendre les variations de ton, et puis l'appliquer sur mon travail. Donc bien sûr, je m'en sers dès que j'en ai besoin, mais tu sais maintenant, parce que j'ai fait tellement de peintures sur les années, que tu te crées une mémoire visuelle dans ton cerveau avec le temps. Et ça, c'est mon objectif, commencer une peinture sans référence, et petit à petit rajouter des références ici et là quand j'en ai besoin. Ouais, c'est une bonne façon de le voir, comme ça tu peux faire ton dessin sans avoir ta créativité qui est limitée par l'utilisation des références que tu vas regarder. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pour ce livre en particulier, j'avais beaucoup de références du film, mais j'avais même pas d'image du film en lui-même parce qu'il n'était pas sorti, donc ils pouvaient pas m'envoyer d'image pour des raisons légales, mais ils avaient un photographe sur le plateau qui prenait plein de photos des acteurs et tout. Donc j'avais des images de lieux, ce genre de choses, mais je pouvais pas vraiment utiliser une image comme référence, il a fallu que je fasse ma propre image à moi. Et puis qu'ensuite j'utilise les références pour les détails. Et pour moi, c'est à ça qu'elles servent les références. C'est pour avoir des références de tous les petits détails. Un bon exemple que j'avais entendu quelque part, c'est par exemple si je te demande de me dessiner un vélo. Bah on pense tous qu'on sait à quoi ressemble un vélo, mais je te parie que tu peux pas dessiner un vélo sans référence. C'est qu'il y a tellement de petits détails partout, à moins d'être un expert en vélo, bah tu pourras pas vraiment le dessiner sans référence. Et c'est à ça que ça sert, c'est pour comprendre où est-ce que tous les petits détails vont exactement. Exactement, pour le positionnement, la perspective, la lentille, etc., tu vas pouvoir commencer ton dessin, puis dans un second temps, tu vas avoir besoin de tes références. Ouais, c'est ça. Tu peux faire un croquis d'un vélo de mémoire et tu peux le composer, mais quand tu seras au rendu final, c'est là où tu auras probablement besoin d'une référence. Il y a plein de petites choses comme ça dans la vie où on a besoin de références. Ça, c'est le point de bascule qui est assez difficile à atteindre. Personnellement, j'appelle ça la liberté artistique, où t'as plus vraiment besoin d'avoir une image devant toi pour pouvoir recopier un petit peu ce que tu veux. Et comme on disait, à un moment donné, tu auras besoin d'une référence si tu veux faire un rendu qui est très poussé avec tout un tas de détails, etc. Mais dans un premier temps, tu as assez de connaissances dans la manipulation des formes en 3D pour pouvoir finalement dessiner tout ce que tu as envie dans l'espace. Ouais, exactement. C'est exactement la façon dont je vois les choses également. Et c'est pour ça que la partie des volumes en dessin est extrêmement importante. Dans ton livre, dans mon livre, on parle tous les deux de volumes en 3D. Et les volumes sont inévitables. Tu dois apprendre les volumes fondamentaux. Parce que dans ton cerveau, si tu les apprends bien, tu peux juste bouger les formes avec ton imagination. Et soudainement, tu peux dessiner des millions de choses parce que tout peut être réduit à des volumes basiques. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la seconde illustration que tu nous as envoyée? Ouais, c'est une autre illustration pour Walt Disney, c'était pour la petite sirène. Attends, je vais retrouver la photo vite fait. Voilà, elle est là. Donc celle-là, d'ailleurs c'est marrant. Donc celle-ci, et cette fois-ci c'est pas que des contrastes de valeurs foncés et clairs. Donc les tons du poisson et d'Ariel sont vraiment très très clairs contre le fond qui est beaucoup plus foncé. Ça ressort de suite, mais aussi le contraste des couleurs. Et c'est pas subtil, les personnages sont très chauds et le fond est très froid. Et ça c'est un gros contraste. Et ce qui est marrant c'est que j'ai choisi ça parce que j'avais seulement 6 heures pour peindre cette peinture. C'était genre 6 heures, 8 heures, en tout cas une journée, juste une journée.
il y a Disney qui m'ont contacté le matin et ils m'ont dit on a besoin de quelque chose pour 18 heures. Donc voilà, j'avais peut-être 7 heures, quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai fait, pour pouvoir tenir le rythme, c'est que je me suis dit, d'accord, il n'y a vraiment pas de place pour les subtilités. Il faut juste y aller fort, être efficace rapidement. Donc des gros contrastes de valeurs, des gros contrastes de couleurs. Et c'est ça qui m'a conduit à faire le fond bleu. Après, évidemment, ils sont dans l'eau. Donc je me suis dit, ok, bon, ils sont sous l'eau, ça a du sens. De toute façon, si on prenait des photos sous l'eau, ça serait bleu aussi. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs, ça va être plutôt dans ces tonalités. C'était un choix facile de se dire, ok, foncé et bleu. Et puis il y aura bien sûr des belles lumières qui viennent du haut, puisque c'est la surface de l'eau, donc la lumière vient de là. Mais les personnages vont plutôt être en bas, donc ils vont aussi pouvoir être peints sur un fond qui va être plutôt bleu, plus foncé. Et avec le temps et puis l'expérience, j'ai aussi appris que le bleu, enfin, toutes les couleurs, je sais que tu sais ça Marc, mais toutes les couleurs ont une valeur intrinsèque, comme par exemple le jaune, et une couleur vraiment claire. Donc le jaune peut aller beaucoup plus clair que le bleu par exemple, qui va naturellement aller vers des valeurs beaucoup plus foncées. Ce qui fait qu'entre tout ça, ça m'a naturellement poussé à utiliser des foncés qui vont être bleus, et avec le premier plan, avec justement des zones de clair, comme la peau d'Ariel ou le poisson qui vont être beaucoup plus jaunes. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, toutes les couleurs ont une valeur intrinsèque. Par exemple, avec du violet, tu peux pas le garder saturé et faire un violet qui sera aussi clair que du jaune qui lui sera saturé, mais clair aussi. Donc ça a été créé comme ça, des gros contrastes, des gros changements de couleur. Et encore une fois, si tu zoomes un peu, beaucoup du fond c'est très très abstrait. J'ai juste détaillé quelques formes ici et là pour donner l'impression d'un fond détaillé. Et c'est ce que je fais tout le temps, donc avec les années, j'ai appris à devenir meilleur dans qu'est-ce que je peux rajouter comme détail ou comme élément de rendu qui va me permettre de pas mettre des détails de partout. Et pour moi, c'est comme un échange. Des détails ici, donc pas de détails là. Et moi, j'adore cet échange. Évidemment, c'est que mon point de vue, tous les artistes peuvent faire bien comme ils ont envie, mais moi j'aime bien cette relation entre détails et pas de détails. D'accord, et j'imagine que même quand tu fais ton croquis, finalement, en fait, tu fais pas de dessin linéaire, mais tu vas plutôt utiliser des grosses masses de valeurs pour commencer la composition, puis qu'ensuite ce soit plutôt des formes plus détaillées pour continuer le processus. Ouais, c'est ça, donc commencer à placer des masses, commencer avec des grosses masses de valeurs, c'est comme ça que je travaille. En général, je commence pas par un dessin linéaire détaillé, je commence pas par un dessin fini. J'avais fait un croquis linéaire vite fait pour Ariel et pour le poisson, donc j'avais quelques lignes, j'avais un croquis là. En fait, cette pose, elle est inspirée d'une pose qu'elle fait dans le film d'animation. Donc voilà, j'avais un croquis un petit peu vite fait des personnages, mais j'avais pas du tout tous les détails posés. Et après, j'ai tout bloqué avec des masses vraiment grosses. Donc si tu regardes par exemple la tête d'Ariel, elle a la ligne de l'ombre qui passe sur ses sourcils et ensuite qui va sur sa joue, et ça commence comme une seule grosse forme à l'ombre. Et donc à l'intérieur de cette grosse forme, j'ai construit les yeux, j'ai construit les sourcils, puis tu penses à la lumière réfléchie qui rajoute de nouvelles valeurs dans l'ombre. Mais ça commence avec une seule valeur, c'est ok, est-ce que la forme est belle? Est-ce que le design de la forme est bon, comme je parle dans mon livre? Donc la forme est bonne, c'est bon. Ensuite on passe aux lumières réfléchies, ce qui va rajouter une couche supplémentaire de rendu. Mais je veux faire attention que cette forme reste une forme jolie. Donc voilà, c'est ça le langage visuel, c'est tu es constamment en train de penser, c'est comme choisir ses mots, tout en faisant en sorte que ça ait du sens dans la syntaxe de ton texte. Et c'est comme ça que tu rassembles les éléments pour faire une belle illustration au final. Tu vas avoir beaucoup d'artistes par exemple qui vont commencer avec des bonnes formes au début du processus et qui vont perdre les belles formes au fur et à mesure qu'ils font leur rendu. Donc moi je fais attention que mes formes restent belles et lisibles du début à la fin, et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps j'imagine. D'accord, d'accord. Et c'est vrai qu'on dirait que c'est ça qui donne aussi un petit peu l'effet très peinture, c'est qu'on dirait que même s'il y a des détails, etc., on dirait qu'au début tu cherches à donner directement le bon coup de pinceau, le mouvement qui va bien. Ouais, exactement. Donc après que les valeurs et les formes soient posées, pas toutes, mais après que j'ai posé les formes de base et puis la lumière de base, là je commence à penser aux coups de pinceau et aux effets de pinceau qu'on va pouvoir faire. Parce que pour moi, la nature physique des coups de pinceau, c'est une part importante du langage visuel, dans la façon dont j'ai envie de peindre. Donc je commence à penser aux effets des coups de pinceau plus ou moins dès le début. Mais après, dans mon processus de création, tout peut se passer à n'importe quel moment. Je peux faire de la dynamique, je peux passer sur l'éclairage, puis je peux partir sur les volumes.
Et c'est de ça que tu parlais, Marc, un petit peu plus tôt, à propos du langage visuel, c'est que tu commences à pouvoir te balader entre toutes les parties du processus à n'importe quel moment, et c'est ça aussi que l'expérience apporte. D'accord. Et est-ce que tu utilises des références photos juste pour la lumière? Peut-être par exemple une image d'un contexte complètement différent, mais avec un éclairage que tu aimes et que tu réutiliserais dans ton illustration? Oh oui, 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 carrément, absolument. J'ai sur mon ordinateur un dossier avec plein d'inspirations. Dès que je vois, peu importe ce que c'est, un dessin, une peinture, une photographie, une animation, ça peut être vraiment n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Donc j'ai ce dossier plein d'images. Et ici et là, quand j'ai besoin d'un petit boost d'énergie, un petit boost d'inspiration, je vais dessus, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et puis j'aime chacune de ces images, donc je me dis, ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc voilà, et comme tu disais, tu essayes pas de recopier l'image, tu essaies juste de capturer une émotion, une sensation qui en ressort. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire cet effet? Ah, c'est peut-être cette combinaison de couleurs qui est là. Enfin, oui, en tout cas, clairement, je fais clairement ça. Ouais, 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 ça peut être quelque chose qui a absolument rien à voir avec... Il m'arrive aussi de prendre des photos de choses qui n'ont absolument rien à voir avec certaines peintures que je vais faire, puis d'appliquer un petit peu ces mêmes concepts de lumière à ma peinture. Ouais, absolument, c'est ça, je fais ça tout le temps. Et ça, c'est une autre chose que je pense, c'est quand tu débloques les fondamentaux, tu peux commencer à faire des choses comme ça. Tu peux prendre des informations d'une image qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, et puis utiliser ces informations sur une autre illustration pour en faire complètement autre chose. Et ça, tu pourras le faire que si tu as bien les fondamentaux, parce que les fondamentaux, c'est le cadre qui te permet de construire toutes ces choses-là. Et pour en revenir un petit peu à mon livre, c'est sur ce genre de choses que mon livre se concentre. Donc le bouquin, il est très... il n'y a pas grand-chose sur le style, en tout cas pas dans ce livre. C'est vraiment un livre qui est concentré sur les fondamentaux. Mais j'ai essayé de l'écrire d'une façon ludique et pas ennuyeuse. Ok, ok, je comprends, je comprends. Est-ce que tu as quelques conseils pour les nouveaux artistes avant qu'on finisse ce podcast? Oui. Eh bien, dans la continuité de ce que j'étais en train de dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de ralentir à cause de Internet et avec le flux constant d'informations. Puis moi, je suis un peu plus vieux et j'ai commencé à une époque où tout ça, c'était pas vraiment un sujet. Et je pense que c'est important pour un nouvel étudiant, un nouveau dessinateur, de pas être trop pressé pour partager trop de choses trop vite. Et au moins pour un petit moment quand même. Et pour moi, c'était quelques années. Je pense pas nécessairement que ça doit être aussi long. Mais peut-être disons pour au moins quelques mois, juste se concentrer sur des exercices fondamentaux. Et vraiment exercer son cerveau à avoir l'habitude d'appliquer les différents fondamentaux sur une feuille et bien tout comprendre. Et la courbe d'apprentissage, elle est un petit peu dure au début, elle est un petit peu pentue, en tout cas c'était le cas pour moi, parce que tu dois apprendre beaucoup de choses. Mais à un moment donné, tu arrives à un certain niveau, pour moi c'était à peu près 6 mois, ou 7 mois peut-être, et je me suis dit, ah ça y est, je peux commencer à combiner les choses, peut-être la dynamique et les volumes par exemple. Je peux commencer à mettre les deux ensemble, et soudainement j'ai la base d'un dessin. C'était pas un dessin que j'aurais partagé avec les gens, mais dans ma tête c'était, oh ok, ben il y a des progrès qui se font. Donc j'aurais tendance à dire à un nouvel étudiant, sois prêt à ce que ce soit lent au début, ne pense pas que ton dessin doit être beau pour être un succès, tu es juste en train d'apprendre. Donc tu vas trébucher, tu vas tomber parfois, mais en même temps c'est complètement inévitable et c'est comme ça que tu peux identifier tes points faibles et du coup les domaines où tu vas pouvoir progresser beaucoup. Va lentement au début, te fais pas trop aspirer par les réseaux sociaux, ce qui à mon avis est un gros problème aujourd'hui. Et moi j'ai jamais eu de souci parce que j'ai commencé en l'an 2000, donc voilà. Ça c'est mon premier conseil, mon plus gros conseil. Et j'imagine que mon second conseil serait, tu vas naturellement essayer de recopier d'autres artistes dans un premier temps. On fait tous ça, on a tous nos artistes favoris depuis le début. Et ça reste après, moi par exemple j'ai des posters autour de moi de tous mes artistes favoris. Mais tu apprendras éventuellement que tu es ta propre personne. Et donc avec le temps, tu vas devoir essayer d'explorer ton propre travail, tes propres méthodes et ta façon personnelle de voir comment une image devrait être construite. Parce qu'au final, tu as probablement ton propre message à faire passer. Et si tu passes trop de temps à recopier un autre artiste ou à suivre une ou deux personnes en particulier, c'est probablement quelque chose qui va finir par ne pas te rendre service. Et à un moment donné, tu vas certainement ressentir le besoin d'explorer ta propre façon de faire ton art, et si c'est le cas, il faut le faire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça prend un petit moment quand même
pour être capable de faire ses propres créations et d'en être suffisamment satisfait. Et c'est bien sûr pas au niveau de nos héros artistiques, mais c'est suffisamment bien pour qu'on n'ait pas besoin de constamment se comparer et de se voir dans les lentilles d'un autre artiste, parce que, ultimement, on veut exprimer ce que nous, on a à dire. Parce que, comme tu disais avant, on a notre propre expression à donner. Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est là où les réseaux sociaux sont bien, parce qu'ils vont te donner un retour sur ton travail. Et je me rappelle apprendre que, on va appeler ça mon style. Je commençais à comprendre que mon style plaisait parce que j'avais des retours de différentes personnes qui m'ont permis de voir que les gens aimaient ça et ça m'a beaucoup motivé. Il y avait un dernier petit truc que je voulais ajouter, parce que tu parlais du fait que on avait souvent envie d'aller trop vite. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros sujet autour de l'intelligence artificielle. Et je pense que pour les professionnels, c'est un petit peu problématique parce que ça va certainement finir par réduire un petit peu la masse de travail disponible. Mais pour les nouveaux arrivés, j'aurais tendance à dire que l'art, c'est d'abord une histoire de passion, que ce soit l'art graphique, la musique, la cuisine, peu importe. Tant qu'on est passionné par quelque chose, ça va pas changer grand-chose, qui est une intelligence artificielle qui le fasse mieux que nous ou pas. Et aussi de pas être trop pressé, de pas être trop inquiet, parce que dans le fond, il n'y a pas besoin d'une intelligence artificielle pour voir des œuvres d'art qui sont bien meilleures que les nôtres. Il suffit d'aller dans n'importe quel musée au monde et vous allez voir des artistes qui vous mettent la pâtée directement. Et oui, j'imagine que c'est encore plus dur aujourd'hui pour les débutants à cause de l'intelligence artificielle. Et j'imagine que c'est super tentant de se dire, mais pourquoi est-ce que je vais m'embêter à dessiner ça? Je vais juste le taper dans un générateur d'images et voilà. Mais quelque chose dont je suis sûr, et je suis sûr que tu le sais aussi, c'est que la façon dont un humain va pouvoir exprimer une idée, c'est à des années-lumière de ce qu'une IA peut faire. Parce qu'on peut mettre de l'émotion dans chacune des parties. On a parlé de storytelling, par exemple, pendant ce podcast. Et les humains savent raconter une histoire au travers d'une image, dans n'importe quel endroit de l'image. Et les IA peuvent pas faire ça. Et une IA finalement va te donner un rendu qui est assez générique. Je sais que tu peux demander à l'IA de te proposer différents styles, mais au final, faites l'expérience vous-même. Regardez des œuvres d'art, des belles œuvres d'art, et comparez-les avec des intelligences artificielles, et vous verrez une grosse différence. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour les nouveaux artistes aujourd'hui, parce que ça complexifie un peu les choses, et tout le monde n'aura pas la persévérance d'aller jusqu'au bout et de passer ce problème. Mais en même temps, comme tu disais, Marc, la passion d'un artiste devrait pouvoir permettre aux gens de passer ce problème. Et j'ai pas observé de changement dans la passion. Je pense pas que l'intelligence artificielle ne tuera jamais la passion des humains pour l'art. Ouais, j'espère que non, effectivement. Et c'est vrai que si c'était le cas, ça serait un peu triste. Mais il y a peu de chance parce que dans tous les cas, le moteur premier, c'est la passion. Avant de devenir un artiste professionnel, c'est d'abord un truc qui te passionne, ensuite tu dois étudier, que ce soit par toi-même ou à l'école, et ensuite un jour tu deviens suffisamment bon pour que les gens te payent pour ça. Mais tu commences pas avec l'argent en tête. Quand j'avais 5 ans et que je dessinais tout seul, je pensais pas à ça, je dessinais parce que j'avais envie, c'est tout. Ouais, exactement, c'est ça. J'allais dire quelque chose, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Apprendre à parler le langage visuel, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle peut pas t'apprendre. Donc c'était aussi un petit peu ma crainte avec l'intelligence artificielle, c'est tu apprends absolument rien avec ça. Pour quelqu'un qui utilise l'IA depuis le début, par exemple, il apprend absolument pas à parler le langage visuel. Donc l'IA va juste générer une image, mais au final c'est tout. Il y a aussi des images sur Google, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment pas un outil d'art. C'est juste un générateur d'images et c'est ce que c'est, ça génère juste des images. Mais si tu veux apprendre à parler le langage de l'art, ça n'a pas changé. Tu dois t'asseoir, pratiquer, t'entraîner, perfectionner son savoir, perfectionner ses compétences. Et puis un jour, je vous promets, un jour vous regarderez des images générées par IA et puis vous rigolerez tout simplement. Parce que c'est très pauvre sur bien des aspects. Ouais, je vois. Super. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu m'avoir accordé ce temps. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir eu sur la chaîne. Oui, merci Marc, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Tout le monde allait voir le travail super de Marc et son livre. Et merci encore et puis à la prochaine, au plaisir. Thank you so very much. Take care.